Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous allons parler du ver Shai-Hulud, mais pas celui du film, celui des paquets NPM. Et pour ça, nous avons un invité, Christophe Tafani de Reaper. Bonsoir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors, pour commencer, les auditeurs assidus savent qu'on a déjà enregistré un épisode sur la chaîne d'approvisionnement avec toi, Christophe. Mais pour les autres, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Christophe, je travaille chez Datadog. Je me concentre principalement sur des sujets qui sont liés à la sécurité du cloud, des conteneurs et de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement logiciel et pourquoi c'est un sujet de sécurité ? Alors pour ça, on peut renvoyer les auditeurs et les auditrices à un précédent épisode qu'on a fait sur le sujet qui va plus en détail. Pour cet épisode, on va surtout parler de chaîne d'approvisionnement en termes de paquets NPM. Donc NPM, ce registre de paquets JavaScript, Node.js qui a été créé en 2010 et qui, à ce jour, contient plus de 3 millions de paquets et environ 400 millions de téléchargements mensuels. Donc c'est un gros volume. Ça rend ça très intéressant pour un attaquant. Et oui, donc comme tous les systèmes centralisés, ça devient un point de panne, ou en tout cas un point focal pour les attaques. Mais alors, qu'est-ce qui a changé en 2025 ? Alors, c'est une bonne question parce que les paquets malveillants NPM, c'est pas nouveau. J'ai un peu creusé, j'ai vu que le premier qui a été trouvé, c'était en 2017. Il y en a sûrement d'autres plus anciens, mais le premier publiquement qui a été analysé, c'était en 2017. Et depuis quelques années, c'est quand même très courant. Il y a quelque chose qui a changé en 2025, c'est alors le volume. À titre personnel, ça fait quelques années que je travaille dessus et je trouve que depuis quelques mois, quelques années, on trouve de plus en plus quand même de paquets NPM malveillants. Et la seconde chose, c'est qu'en 2025, c'est la première fois, en tout cas qu'on le sait de manière publique, qu'il y a des mainteneurs de paquets NPM qui se sont fait cibler spécifiquement avec notamment des campagnes de phishing. Si je suis un attaquant et que je veux compromettre le compte NPM de mainteneur de paquets et que je leur envoie un email de phishing, c'est intéressant parce que ça me permet ensuite d'introduire une porte dérobée dans tous les paquets NPM qui maintiennent. Et des fois, c'est des paquets qui sont très populaires et qui peuvent d'un coup compromettre des dizaines, des centaines, voire des milliers de développeurs. Alors, j'ai pas de statistiques avec moi, mais de mémoire, ça concerne surtout les gens qui développent dans le domaine des crypto-monnaies. Parce que là, un paquet malveillant égale un virement égale plusieurs centaines de millions de dollars potentiellement. Alors, il y a un petit peu de tout. Les crypto-monnaies, c'est une chose. Il y a aussi des voleurs d'informations, des infostealers en anglais, qui vont plus cibler les identifiants, les mots de passe, ce genre de choses. Donc, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a des choses liées aux crypto-monnaies, mais pas que. Ouais, parce qu'en fait, si tu cibles un développeur, déjà, tu peux récupérer beaucoup de choses parce que ce sont des comptes privilégiés. Et en plus, si tu arrives à compromettre son application, par derrière, tu peux avoir tous les utilisateurs. Donc, c'est quand même une cible très intéressante. Juicy target, comme disent nos amis de la NSA. Exactement. Bah là, l'un des derniers exemples, c'était en septembre 2025. C'est un mainteneur dont le pseudo est Kix, QIX, qui a reçu un email de phishing très bien fait de support@npmjs.help. Et en fait, il a rentré ses identifiants, son code d'identification à 2 facteurs. Et quelques heures après, il y a des gens sur Blue Sky, sur X, qui lui ont dit attention, tu publies des paquets avec des portes dérobées dedans. Et il y a eu plusieurs analyses. Et le malware qui a été inséré dedans, c'était quelque chose d'assez complet qui, en fait, allait intercepter les adresses de crypto-monnaies et les changer par celles d'un attaquant. Donc là, c'est un exemple où il y a eu à la fois du phishing, la compromission d'un paquet et qui ciblait clairement des crypto-monnaies. Mais mon cœur, qui a connu I Love You, Mélissa, à la fin des années 90, a bondi quand j'ai entendu parler de Shai-Hulud parce que c'est le retour des vers autopropagateurs, ce qui est quand même quelque chose dont les moins de 30 ans n'ont jamais entendu parler. Exactement. Alors, il y a eu quand même quelques vulnérabilités Windows qui ont eu ça, mais ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que c'est un concept qui existe quand même depuis longtemps et que c'est en 2025 qu'on a vu ça pour la première fois avec quelque chose comme NPM. Alors, j'ai regardé, c'est intéressant, il y a déjà à peu près 10 ans,
que quelqu'un a émis la théorie qu'on pouvait faire un verre avec NPM. On mettra le lien en description. Donc même l'idée n'est pas nouvelle. C'est intéressant que ça ait mis 10 ans pour que ça émerge. Après, ce genre d'attaque est quand même extrêmement verbeux, parce que ce que faisait Mélissa à l'époque, alors c'était complètement un autre contexte, c'était juste un mail qui se répliquait avec une pièce jointe, mais du coup, ça avait saturé les boîtes de messagerie des entreprises. Je rappelle aux gens que pendant longtemps, les webmails n'offraient que 10 mégaoctets au total d'espace de stockage, par exemple. Et donc, c'est ça qui avait provoqué la détection et qui avait permis une réponse très rapide, parce que effectivement, ça avait des effets de bord et c'était pas très discret, quoi. C'était comme Code Red à l'époque qui se répandait en utilisant une faille sur 2IS, le serveur web de Microsoft, et qui à la fin attaquait le site web de la Maison Blanche. Pas d'une grande discrétion. Mais on sait qui sont les auteurs de ce verre ? Alors, l'attribution, à ma connaissance, n'est pas connue, mais c'est pas impossible. En tout cas, il y a des théories que le verre a été débuté à partir d'une des campagnes de phishing qui a lieu en 2025. Et ce verre, peut-être qu'on peut commencer à en parler, mais globalement, c'est en septembre 2025, donc le 14 septembre et un petit peu aussi le début du 15, que les gens ont commencé à voir ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de paquets légitimes, assez connus, qui ont été attrapés à contenir du code malveillant. Donc les gens ont commencé à regarder ça, ils ont vu qu'il y avait un script de post-installation qui lançait un fichier JavaScript qui allait, dès qu'on installait ce paquet, installer un autre petit fichier qui s'appelait bundle.js qui allait faire différentes choses assez intéressantes. On sait comment est-ce qu'ils ont vu la chose, parce que c'est dans le cas de XZ où c'était un développeur de chez Microsoft qui a vu qu'il y avait quelques centaines de millisecondes en plus sur ses connexions SSH, qui s'est dit tiens c'est pas normal et qui a investigué. Tu sais ce qui a vraiment déclenché le début des investigations ? Alors, si je me rappelle bien, c'est un chercheur en sécurité qui a trouvé ça. Parce qu'ils faisaient du monitoring de pipeline de CI et qu'ils ont vu quelque chose qui avait l'air pas normal dans un des paquets qu'ils installaient. Mais le monitoring des pipelines de CI, est-ce que c'est quelque chose de véritablement très courant ? Enfin, je m'excuse, moi j'ai l'impression que les gens que je croise en formation, mais ils en sont loin de faire ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de valeur, mais qu'on en est encore assez loin en termes d'usage et de technologie. Mais voilà, dans le cas de ce verre, et notamment de sa version 2.0, donc peut-être qu'on parlera par la suite, il y a des boîtes de sécurité qui ont regardé un petit peu et qui ont conclu qu'il y avait environ 77% des machines compromises qui étaient des pipelines de CI. En tout cas, en termes de volume de compromission, c'est quelque chose qui est intéressant de monitorer. Il y a quelques outils open source qui existent. Il y en a un que j'ai utilisé qui s'appelle Harden Runner de Step Security qui permet de faire ce genre de monitoring qui est assez intéressant. Mais clairement, on est sûrement assez tôt dans ce genre de techno. Alors, le verre, comment il marche ? Alors, donc ce verre, il a plusieurs étapes. La première chose qu'il fait, c'est qu'il part à la chasse au secret. Donc, il va utiliser un outil qui s'appelle TruffleHog, qui est un outil open source totalement légitime. Mais le verre va s'en servir pour scanner tout le système de fichiers et trouver le plus grand nombre d'identifiants de mots de passe possible. Une fois qu'il a ça, forcément, il veut les envoyer à son attaquant. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que à la place, par exemple, d'envoyer les identifiants vers un serveur, ce que le verre va faire, c'est qu'il va chercher des identifiants GitHub sur la machine. Et s'il en trouve, il va exfiltrer ce qu'il veut exfiltrer en créant un nouveau dépôt GitHub. Il va appeler Shayolud. Il va encoder en base 64 les données qu'il veut exfiltrer 2 fois. Et il va créer ce dépôt en public et pousser les données à exfiltrer dans un fichier qui s'appelle data.json. Ça veut dire que si vous faites compromettre par ça, d'un coup, vous avez un dépôt GitHub public qui apparaît dans votre profil avec plus ou moins tous vos identifiants et vos mots de passe dedans. Du coup, ça offre la plausible deniability à l'attaquant, puisqu'il n'est pas forcément le premier à utiliser les mots de passe. Une fois qu'ils ont fuité sur Internet, en fait, tout le monde peut les utiliser, quoi. Exactement. Alors là maintenant, il n'existe plus, mais quand c'était actif, il suffisait de chercher tous les dépôts qui s'appelaient Shayolud sur GitHub, de les cloner en continu, et puis n'importe qui pouvait faire des bonnes ou des mauvaises choses avec. Par exemple, en bonne chose, il y a GitGuardian qui a fait un site qui permet de vérifier si des secrets qu'on a ont fuité. C'est un exemple de bonne utilisation, mais c'est clair qu'il y aura eu des abus ou des choses qui ont suivi vu que toutes ces données étaient publiques, quoi. Quand tu dis dépôt, tu veux dire branche, ou vraiment dépôt ? Non, alors c'est vraiment un dépôt GitHub, sens repository, qui s'appelait Shayolud avec un fichier dedans qui s'appelait data.json. Il y a encore pas mal de captures d'écran qui traînent, c'est assez intéressant à voir. Donc après, ce qu'il faisait aussi, ce verre, c'est qu'il s'auto-répliquait en essayant d'infecter toutes les librairies que le mainteneur maintenait.
C'est ça, c'est la prochaine étape. C'est ce qui fait que c'est un ver. Hein. C'est que s'il trouve un jeton NPM, par exemple dans une variable d'environnement, dans le fichier npm-rc, il va utiliser l'API de NPM pour lister tous les paquets. Il va trouver les paquets duquel l'utilisateur est un mainteneur. Et vraiment, méthodiquement, il va télécharger le zip du code source du paquet, rajouter un fichier malveillant dedans, un script de post-installation dans le package.json, il va bumper la version et il va republier ça sur NPM. C'est vraiment le comportement de réplication. Ce qui fait que si la version 1.2.3, qui est légitime, se fait compromettre, ben la version 1.2.4, suivant les conventions de Semver, se fait compromettre. Et donc, toutes les personnes qui dépendent de la version 1.2.x vont automatiquement récupérer la version malveillante. Mais dans le cas de bibliothèque, c'est encore plus intéressant, puisqu'il peut y avoir des tas d'autres logiciels qui utilisent la même bibliothèque. Ça, absolument. Pour donner un exemple, il y a le paquet qui s'appelle CTRL TinyColor, qui a plus de 2 millions de téléchargements hebdomadaires, qui a été compromis pendant plusieurs heures, dans l'ordre de 7-8 heures. Si on fait les maths, on voit que ça a une capacité de réplication qui est assez grande. Il y a d'autres grands noms qui se sont fait avoir. Enfin, je veux dire, jusqu'où est allée cette réplication avant qu'elle soit arrêtée, probablement par GitHub d'ailleurs, puisque c'était les mieux placés pour pouvoir faire quelque chose. Alors, il y a GitHub qui a aidé pour la partie exfiltration, mais il y a aussi les gens qui ont eu des paquets compromis, qui ont pu enlever la porte dérobée pour éviter que la propagation continue. Actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a en tout cas 500 paquets qui se sont fait compromettre, notamment des qui sont assez connus, et un grand nombre de dépôts privés avec des identifiants et des mots de passe dedans qui ont été publics sur GitHub pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, qui maintenant n'existent plus, mais qui étaient disponibles à un moment. Et dont le contenu a sûrement été récupéré par l'attaquant. Parce qu'il y a A priori, c'est l'idée. Il y a pas mal de grandes Par entreprises. l'attaquant, par un certain nombre de gens, sûrement pas mal d'entreprises d'intelligence de la menace, sûrement des gens qui voulaient voir ce qu'il y avait dedans, et des chercheurs en sécurité, sûrement beaucoup de choses. De pentesters pour réussir leur futur pentest. Ça leur permettra de progresser plus rapidement. Parce qu'il y a des boîtes quand même assez importantes. Il y a pas mal d'articles qui parlent de CrowdStrike qui fait partie des victimes. Oui, alors, a priori, il y a quelques paquets de CrowdStrike qui ont été compromis brièvement. C'est un exemple d'une entreprise qui s'est fait toucher par ça. Il y a une chose qui est aussi intéressante à rajouter sur ce ver. Donc, là, on parle de la version qui était disponible en septembre. Après, on va peut-être parler des versions qui sont plus récentes. C'est qu'il a aussi un comportement où il va non seulement donc, exfiltrer les données de la machine compromise sur GitHub, il va aussi aller voir les dépôts privés de l'utilisateur sur GitHub et il va tous les passer en public. Donc, il va changer la description et il va les passer en public. Donc, ça fait que non seulement vous avez vos identifiants sur GitHub, mais en plus, vos dépôts privés qui passent public. Mais ça, c'est très visible, non ? Alors, c'est très visible, c'est même extrêmement bruyant. C'est très visible, mais c'est visible par qui ? Parce que quand tu es développeur, tu as accès à ces dépôts, donc tu vois pas forcément qu'ils sont publics, t'as pas d'alerte spécifique. Ce sont les autres qui le voient. C'est très visible d'un point de vue externe. Ouais, parce que je pensais par exemple à CrowdStrike. CrowdStrike, c'est une entreprise qui est très très connue, avec des chercheurs en cybersécurité. Donc s'il y a un problème de sécurité chez CrowdStrike, tout le monde va le savoir, tout le monde va le dire, et ils vont le savoir très vite. Alors que quand tu es une entreprise de taille moyenne, et donc ils vont corriger, traiter le sujet. Alors que quand tu es une entreprise de taille moyenne, qui fait du développement, etc., t'es pas forcément au fait de tout ça, parce que ton métier c'est pas la cyber. Si ça se trouve, il y a plein d'entreprises qui se sont fait compromettre, dont tous les jetons, tokens, etc. sont sortis, sont potentiellement utilisés, ils sont même pas au courant. D'où l'importance de la veille. Ah oui, alors déjà, ils ont qu'à pas utiliser GitHub. Hein. Enfin, je veux dire, les vrais qui font de la sécu, ils ont un GitLab privé. Mais je te parle pas de sécu, mais c'est des entreprises qui peuvent développer des applications mobiles, des applications autres, je sais pas, des clients lourds en Node.js, j'en sais rien. Mais... Et donc, tu veux dire, ils sont pas aperçus qu'ils ont des répertoires privés qui sont passés publics ? Peut-être qu'ils peuvent se dire, ah, c'est une erreur de manipulation, qui a fait ça, c'est Jean-Michel, bon ok, on remet en privé, mais qui n'ont pas forcément conscience que tous leurs jetons sont sortis ou qui n'ont pas pris des mesures, parce que le problème c'est que si tous tes jetons sortent, je te dis pas le travail d'investigation et de correction qu'il y a derrière, où tu dois tout vérifier, tous les accès, tout changer, enfin c'est un taf qui est colossal. Ah oui, donc en fait, si ça se trouve, il y en a qui s'en sont pas aperçus. C'est possible. Après, ça a été assez... il y avait pas mal de bruit sur ça, vu que c'était le premier ver NPM qui était reporté publiquement. Mais c'est probablement le cas qu'il y a des gens qui se sont fait compromettre et qui s'en sont pas rendus compte. Bon, on verra si à l'issue de cet épisode, il y a des gens qui le découvrent, qu'ils ont été compromis. Mais du coup, comment s'est fait la remédiation ? C'est-à-dire que tu dis que GitHub a participé, mais est-ce qu'ils ont notifié individuellement les développeurs, par exemple ? Est-ce qu'ils ont bloqué les comptes des développeurs qui avaient été affectés en leur demandant un changement de mot de passe, un second facteur, ce genre de choses ? Alors, GitHub, pour la partie exfiltration, ils ont supprimé les dépôts qui contenaient seulement les identifiants volés. Ça, c'était du contenu à 100% malveillant.
Pour les dépôts privés qui sont passés en public, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont sûrement repassé en privé, mais je sais pas exactement. Et pour le côté sécurité des mainteneurs, donc de tous les tokens qui se sont fait compromettre, a priori ils les ont rendus invalides pour que la propagation ne marche plus. Les niveaux NPM, est-ce que quelque chose a été fait? J'avais cru comprendre qu'ils voulaient forcer le second facteur obligatoire pour tous les mainteneurs de paquets au-delà d'une certaine notoriété. Est-ce que c'était déjà en place à l'époque? Est-ce que ça a une quelconque efficacité? Alors pour GitHub, ils ont sorti quelques jours après ça un résumé des mesures de sécurité qu'ils recommandent pour les mainteneurs. Globalement, c'est ne pas utiliser de jetons NPM avec une longue durée de vie. C'est quelque chose qui va traîner sur une machine, quelque part sur une variable d'environnement et qui ne va jamais expirer. Et deuxièmement, c'est d'utiliser de l'authentification forte, résistante au phishing. Donc pas du TOTP, pas du SMS, mais plutôt quelque chose comme une YubiKey ou quelque chose qui implémente du WebAuthn. Et dans le cas précis, là, ce qui était volé, c'était vraiment des identifiants ou c'est des jetons de session? Parce que les jetons de session, eux, ils n'ont pas de second facteur, tu vois, c'est comme le cookie de ton navigateur. S'il est volé, tu as accès au compte potentiellement, quoi. Alors là, quand il y avait un développeur qui se faisait infecter, vraiment ce qui était volé, c'était le jeton NPM qui se trouvait dans les variables d'environnement, donc NPM token, ou dans le fichier .npmrc. Vraiment des jetons qui étaient faits pour un usage programmatique. D'accord, et qui est après le deuxième facteur, lui, du coup, donc il est... Voilà, enfin, qui n'est même pas lié à un deuxième facteur parce que ça peut être un compte machine. Et par contre, tu lèves une question intéressante qui est comment ce vers-là a été déployé initialement. Dire qu'il y a un vers, voilà, c'est quelque chose qui se propage, mais il faut bien le déposer à un endroit pour qu'il puisse démarrer son chemin. Il y a pas de certitude, mais il y a plusieurs théories, notamment que ce serait lié à une autre campagne qui s'appelle Singularity, où le i est remplacé par un 1, parce que cette campagne, dont on mettra le lien en description, a pas mal de similarités, notamment l'exfiltration sur GitHub, avec des dépôts publics. C'est aussi possible qu'il y ait eu plusieurs vecteurs d'entrée initiale, par exemple qu'il y ait aussi des mainteneurs qui aient été compromis par des mails de phishing et qu'une fois que l'attaquant avait les identifiants, il ait pu lancer le verre sur plusieurs endroits à la fois. Du coup, ça c'est le premier. Et apparemment, il y a eu une deuxième vague qui a tiré les leçons de la première. Alors, qu'est-ce qui a changé après? Alors, un malheur n'arrive jamais seul. Donc, c'était... Donc là, pour la première partie, on était en septembre, le 14, 15, 16 septembre 2025. Là, on arrive novembre 2025, donc 2 mois plus tard, un peu plus. Et il y a une résurgence de code malveillant assez similaire, mais qui a quand même pas mal de différences fondamentales. Et donc, c'est ce qui généralement se fait appeler Shai-Hulud 2.0. C'est la version 2 du ver. Globalement, a un comportement similaire. Donc, c'est un ver qui se propage. Ça cible les identifiants sur les machines, ça exfiltre en faisant des dépôts GitHub publics. Mais il y a quand même des grosses différences. Il y en a plusieurs. Il y a sur comment ça récupère les identifiants. Donc ça cible plus précisément les identifiants cloud. Ça va aller taper dans le Instance Metadata Service de AWS, de Azure, de Google Cloud. Ça supporte des environnements serverless. Donc, par exemple, si ça compromet une Google Cloud Function, ça va réussir à récupérer les identifiants. Si ça compromet une tâche ECS, ça va aussi réussir à récupérer ces identifiants. Donc ça, c'est une grosse différence. La deuxième aussi, en termes de récupération d'identifiants, c'est que ça va aussi cibler les bases de données locales SQLite des navigateurs. Donc si vous vous faites infecter sur votre machine, ça va en gros voler tous vos cookies de session. Et après, il y a d'autres différents. Donc ça utilise l'environnement d'exécution Bun, qui est un remplacement drop-in de Node. Et il y a une différence surtout après au niveau de l'exfiltration GitHub. Donc il y en a une, c'est comment l'exfiltration des credentials est fait. Ce qui est assez simple, c'est à la place de nommer le dépôt Shai-Hulud, ça va utiliser un nom aléatoire et mettre une description fixe qui est Shai-Hulud : The Second Coming. Mais il y a un autre comportement qui est intéressant, c'est que probablement dans la version 1, l'attaquant a dû avoir un souci où dans pas mal de cas, il n'y avait pas de jeton GitHub disponible. Et quand c'est le cas, c'est bien beau de compromettre une machine, si on peut rien exfiltrer, ça sert pas à grand chose. Là, ce qu'ils ont fait, c'est s'il n'y a pas de jeton GitHub disponible, le code malveillant va en fait aller chercher sur GitHub le jeton GitHub d'autres victimes qui ont été compromises dans la même campagne, utiliser ça pour faire de l'exfiltration. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin finalement d'avoir d'identifiant GitHub sur votre machine. Ça va être l'identifiant GitHub volé d'une autre victime qui va être utilisé pour créer ce dépôt GitHub et exfiltrer vos données. Mais là, est-ce que ce sont les mêmes attaquants qui se sont améliorés ou d'autres attaquants, des copieurs, des copycats qui se sont inspirés et ont amélioré le ver? C'est toujours impossible à dire avec certitude, mais vu que ça marche quand même de manière très similaire et que c'est un petit peu l'évolution logique,
sens qu'il y a des parties du code qui sont très similaires, la manière dont c'est fait aussi, et c'est un gros fichier JavaScript avec beaucoup de dépendances qui sont directement dans un gros fichier JavaScript. Voilà, on peut rien exclure, mais a priori, c'est une seconde version par les mêmes attaquants. Mais d'ailleurs, NPM avait essayé de corriger une des problématiques exploitées par Shai-Hulud, qui était l'exécution du script, en mettant une option, le moins ignore scripts, qui permettait justement d'éviter cette problématique. Mais il y a un article qui est sorti récemment justement qui explique qu'on pouvait quand même contourner cette protection. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus Oui, alors donc là, on est dans les remédiations. Donc, c'est vrai que dans les deux cas, dans la version 1.0, 2.0, le mécanisme d'exécution du code malveillant, c'est on fait un npm install, et dans le manifeste du paquet malveillant, il y a un script de pré- ou de post-installation qui va lancer quelque chose en fait dès le moment où on installe le paquet. Donc la recommandation effectivement de npm, c'était d'essayer de pas utiliser ces scripts, ce qui est déjà un petit peu se battre contre le courant, vu que c'est une fonctionnalité qui est utilisée assez largement dans l'écosystème. Mais voilà, l'idée, c'est d'ignorer ces scripts, d'espérer qu'il n'y a pas grand-chose dans les dépendances légitimes qui cassent, et de se dire que ça va éviter d'attraper du code malveillant. Maintenant, au niveau du bypass, je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais je crois que c'est une boîte de sécurité qui a sorti ça, montrer que même avec ce flag de npm install, il y avait moyen effectivement d'exécuter du code au moment de l'installation. Donc ça, c'est la version 2 du ver qui est sortie en novembre 2025. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour ultérieures? Est-ce qu'on peut s'attendre à une résurgence de la même technique? Ou est-ce que finalement, on peut dire que ça n'a pas marché? Alors, on peut dire que ça a bien marché. En termes d'impact, il y a eu à peu près 800 paquets NPM qui sont fait compromettre. Donc, c'est quand même une campagne qui a bien marché. Pour répondre à la question sur l'évolution dans le futur, il y a un chercheur en sécurité qui s'appelle Charlie Eriksen, qui travaille chez Aikido, boîte de sécurité qui est basée en Belgique, qui a trouvé une nouvelle version du ver fin décembre. Donc, c'est souvent ce qui s'appelle maintenant Shai-Hulud 3.0. Et la théorie actuelle, c'est que c'est un petit peu le code qui est en développement, qui n'a pas été encore vraiment déployé de manière malveillante, mais que c'est la version 3, peut-être un jour sera utilisée avec quelques changements, mais c'est clairement le même code, en tout cas la même campagne, quoi. Il n'y a pas d'énormes changements, il y a quelques changements d'un point de vue stabilité, le nom des fichiers qui sont exfiltrés, la description du nom du dépôt GitHub qui est utilisé pour l'exfiltration. Voilà, donc j'ai envie de dire affaire à suivre. Peut-être qu'on n'en verra jamais la couleur du jour, j'espère. Peut-être qu'un jour on verra ça et puis on aura déjà quelques informations de cette version 3 qui auront déjà été sorties. Et du coup, dans le doute, si jamais cette version 3 passe en prod un jour, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que développeur et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'expert en sécurité ou RSSI pour protéger ces développeurs? Alors, si on est un développeur, il y a quelque chose qui marche assez bien. La recommandation de ne pas utiliser les scripts de pré- et de post-installation, il faut l'essayer. Parce que si ça marche dans l'écosystème de dépendance que vous marchez, c'est quelque chose de bon à apprendre. Mais encore une fois, vu que c'est une fonctionnalité légitime de l'écosystème, ça peut casser des choses. Sinon, alors il y a un gestionnaire de paquets alternatif qui s'appelle PNPM, qui a une option qui s'appelle Minimum Release Age, qui en fait ne va pas installer des paquets NPM, enfin ne va pas installer des nouvelles versions d'un paquet NPM si elles n'ont pas un certain âge. Ça veut dire que vous pouvez dire par exemple, je veux React 1.2.x, mais que des versions qui ont minimum 7 jours. Et ça fait qu'en gros, vous vous protégez contre une dépendance qui se fait compromettre et qui, au bout de 1 jour ou 2 jours, se fait découvrir. Et donc, voilà. En général, c'est une bonne idée, sauf si vous avez besoin de choses vraiment très, très récentes d'un point de vue version, parce que la plupart du temps, surtout avec des dépendances très connues, elles se font compromettre au bout de 1 jour, 2 jours, les gens s'en rendent compte et puis c'est résolu. Mais si tout le monde fait ça, par contre, ça marche plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse compromettre à un moment où il faut que le paquet soit détecté comme malveillant pour que les autres puissent être protégés, en fait. Ou que quelqu'un surveille. C'est vrai. De toute façon, c'est peu probable qu'on atteigne une couverture de 200% là-dessus. C'est une des choses qu'on peut faire. Une autre chose qu'on peut faire, c'est il y a un outil open source que Datadog a sorti qui s'appelle Supply Chain Firewall. C'est en gros juste un wrapper autour de npm install ou PyPI install qui va vérifier si un paquet que vous essayez d'installer est quelque chose de malveillant, de connu comme étant malveillant. C'est juste quelque chose qui est facile à utiliser pour un développeur et ça va juste se regarder dans une base d'IOC en gros. Et après, il y a ce dont on parlait tout au début qui est de monitorer la sécurité des pipelines CI. Par exemple, dans le cas de Shai-Hulud, si on est capable de faire du monitoring réseau, voir qu'il y a des appels qui ne sont pas normaux, en tout cas pas attendus,
Alors ça, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui rendent ça facile. Il y en a un que moi j'ai utilisé dans plusieurs projets qui s'appelle Harden Runner de Step Security, qui en gros permet de faire de la liste blanche de réseau et la détection quand le code se fait réécrire au moment du CI, ce qui peut être un signe d'injection. Ok, ça fait pas mal de bonnes recommandations déjà qu'on mettra dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu vois encore d'autres choses qu'on pourrait rapidement ou facilement déployer? Alors rapidement ou facilement, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est applicable pas seulement dans ce contexte, mais aussi sur beaucoup de choses liées à la sécurité cloud, sécurité des applications. C'est le plus possible, et surtout si on est dans une phase où on est en train de construire l'environnement ou l'application, d'éviter les identifiants, les clés d'API qui n'expirent pas. Ça peut être des access tokens GitHub, des IAM users sur AWS, ce genre de choses, parce que c'est des identifiants qui ne changent jamais. Qui dans 10 ans seront sûrement toujours valides et qui statistiquement vont fuiter au bout d'un moment, que ce soit dans des logs, dans une machine compromise, dans un fichier mal placé quelque part. C'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que ça rend la chose très compliquée quand il faut faire tourner ces identifiants, parce que vu que ça fait longtemps qu'ils existent, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont utilisés. La recommandation, c'est vraiment d'essayer le plus possible de ne pas avoir d'identifiants qui n'expirent pas. En pratique, ça va être pour NPM d'utiliser le workflow qui s'appelle Trusted Publisher. Ça permet en fait d'avoir des identifiants NPM temporaires pour effectuer la publication d'un paquet. Ça évite qu'il y ait des jetons qui traînent, qui sont valides pour des années. Pour les environnements cloud, il y a aussi des mécanismes comme ça, mais non. C'est vraiment un message d'essayer d'appliquer ça le plus possible, pas seulement dans la partie de développement, mais aussi sur les parties d'environnement. La gestion des identités qui sont pas du tout, qui correspondent pas du tout à des individus, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, puisque, enfin, je veux dire, il y a N fois, peut-être 10 fois, 100 fois plus d'identités, enfin, de processus, de logiciels, de je ne sais quoi, à droite, à gauche, dans tous les sens. Et finalement, il y a un manque de gestion cohérente, globale, pertinente. Là, les gens, ils y comprennent plus rien, ils savent plus comment ça marche. Enfin, je veux dire, c'est assez bordélique. Hein. On fera un épisode sur les identités agentiques, Hervé. C'est effectivement un sujet d'avenir. Ah, je ne savais pas, d'accord. Mais c'est même pas forcément les identités agentiques, ça peut être aussi des applications, des pipelines de CI. C'est vrai que c'est un gros sujet. Il y a des fois où la plateforme rend ça facile. Par exemple, si on utilise GitHub Actions et NPM, il y a des choses faciles pour avoir de l'échange avec de l'OpenID Connect. Là, mais c'est pas toujours aussi facile. Donc, il faut pouvoir donner les bons outils et des fois, c'est compliqué. On a déjà répondu à pas mal de questions, mais moi j'en ai une sur est-ce que la police fait son travail? Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Est-ce qu'un jour les auteurs de ce verre seront appréhendés? Ou est-ce que c'est l'open source et donc chacun est dans son coin et il n'y a pas vraiment de moyens pour aller faire des investigations, ce genre de choses? Il y a toujours des moyens pour faire des investigations. Est-ce qu'il y a les moyens pour les faire, au sens humain et financier? Voilà, tu vois, si tu portes plainte, il faut qu'il y ait des collectes de logs, il faut que tu puisses te porter partie civile éventuellement, il faut que tu puisses répondre à des questions. Enfin, c'est un boulot, quoi. Il faut une action pour la groupe. victime. Je sais pas, je pose la question, mais voilà, si jamais il n'y a eu aucune conséquence pour l'auteur de ce verre, effectivement, il risque de continuer, quoi. S'il n'y a aucune plainte, Ce qui est sûr, c'est que il faut forcément qu'il y ait une plainte pour qu'il y ait une enquête. Et donc, Après- y a-t-il des entreprises qui aujourd'hui ont porté plainte ou ont l'intention de lutter contre ce fléau? Bonne question. C'est intéressant de regarder sur les outils en source ouverte de plainte ou ce genre de choses si ça s'est fait. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue des plateformes, par exemple NPM ou GitHub, il doit y avoir pas mal d'informations sur, pas seulement sur les victimes, mais aussi sur gens qui ont poussé le code malveillant initial. Il y a des indicateurs de compromission et ça dépend qui est-ce qui les investigue, à quel point l'obsèque de l'attaquant était avancé ou pas. Oui, et puis, où porter plainte? Enfin, je veux dire, dans quel pays? La question reste en suspens. On a fait le tour du sujet en l'état actuel de nos connaissances. On n'exclut pas que les auditeurs du futur soient confrontés à des versions ultérieures de ce verre et ils nous excuseront si on n'a pas couvert tous les détails. Christophe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui, alors, si vous êtes un développeur, c'est quand même quelque chose à savoir que ces paquets malveillants, ça arrive de plus en plus, que ce soit des vers ou pas. Dans la majorité, ça va pas être des vers d'ailleurs. C'est important d'être au courant et puis d'avoir une stratégie pour ça.
Et pour les mainteneurs de paquets NPM, déjà merci, parce que souvent c'est des gens qui font ça sur leur temps libre, de manière non payée. Voilà, il faut essayer de pouvoir sécuriser votre compte NPM, donc avec de l'authentification forte, essayer de minimiser les jetons NPM à longue durée de vie, et savoir que vous êtes une cible qui est potentiellement intéressante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent votre travail. Eh ben, merci beaucoup pour ces retours de terrain. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.